Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, parce que je le fais assez rarement en fait, je vais vous parler du pape François qui est actuellement en voyage en Amérique du Sud pour un certain nombre de jours quand même. Et alors, j'ai lu différents articles dans le journal La Croix que je vous recommande. J'ai lu certains articles donc où il était expliqué qu'en Amérique du Sud aujourd'hui, on sait que la religion catholique est quand même beaucoup impliquée là-bas. Et on est en train d'assister en fait à une démonstration de ce que la religion peut être instrumentalisée sur le plan politique. Ce qui est quand même pas ordinaire. C'est-à-dire que partout où dans les pays occidentaux on est bien content, enfin on se réjouit quelquefois hélas d'observer que chez les musulmans, dans les cultures musulmanes, dans les pays musulmans de culture musulmane, je vais y arriver, il se trouve que les religieux sont un peu trop omniprésents dans la sphère politique, alors qu'ils auraient tout à gagner à être davantage dans une forme de laïcité, ce qui ne signifie pas qu'il faille renier sa religion, hein, c'est pas du tout ça, enfin son culte je dirais. Mais je pense que c'est souhaitable, moi, d'avoir vraiment une forme de laïcité. Alors, quelle que soit la religion, je pense que la laïcité est vraiment l'ami des peuples. Je suis absolument persuadée de ça, avec évidemment, ça sous-entend évidemment une liberté de culte. Chacun est libre de pratiquer le culte qu'il a envie auquel il adhère, quoi. Alors, ce qui est en train de se passer là-bas, en fait, dans différents pays, c'est que comment dire, un certain nombre d'évêques dans plusieurs pays, enfin, je vais être dur, hein, mais c'est quand même bien de ça dont il est question, représentent une forme des formes de mafia, en fait, entre guillemets respectables, enfin, qui supposent être respectables. Alors c'est au point que au sein de certaines communautés, je pense à l'Opus Dei notamment, qui est semble-t-il bien représenté là-bas, il semble qu'il y ait certains évêques ou certains prêtres pédophiles qui se soient carrément, qui aient été blanchis entre guillemets par certains gouvernements par exemple. C'est-à-dire que à partir du moment où certains politiques qui sont au pouvoir perçoivent que leurs églises catholiques là-bas sont réellement puissantes, parce que les gens leur donnent beaucoup d'argent, ils créent des universités, ils créent des écoles, etc. Tout ça, en fait, pour prendre la place, pour faire le travail que devraient faire les gouvernements. Alors ça, c'est quand même extrêmement grave, parce que, effectivement, c'est particulièrement interpellant pour moi d'observer ça, parce que c'est justement ce qu'on reproche dans les pays musulmans, avec l'islam. Donc, en fait, il est en train de se produire exactement là-bas. La même chose là-bas. Donc c'est quand même extrêmement problématique. Le pape, lui, déploie une énergie considérable pour que justement, le plus possible, les prêtres soient condamnés et que l'Église ne soit plus, ou soit le moins possible, complice de prêtres pédophiles. Mais encore faut-il, alors moi la première, je suis la première, mais de toute façon toute la parole libérée, etc., les associations en question, tout le monde s'accorde à dire que les prêtres en question doivent répondre de la justice des hommes, hein, et surtout pas de la justice divine, parce que franchement, si Dieu existait, ça se saurait. Bon, je plaisante. Hein. Non mais chacun est libre de penser ce qu'il veut, franchement. Chacun est libre de faire sa petite cuisine interne aussi. Bon. Moi je considère que en aucune façon une justice divine n'a le droit de se substituer à la justice des hommes. Bon. Mais encore faut-il pour ça que la justice des hommes dans le pays concerné soit à la hauteur. Alors ce qui est particulièrement interpellant, c'est que justement là je suis en train de reprendre un ancien site internet que j'avais un peu délaissé il y a quelque temps, où je travaille, comment dire, en tâchant de mettre en avant le plus possible tout ce qui est artistique, parce que c'est là ma vraie nature, donc j'essaie vraiment de prendre les choses sous l'angle le plus fidèle à ce que je suis au plus profond de moi. Et donc ce matin, justement, j'avais mis j'avais rédigé un petit texte pour
introniser le chapitre consacré à la justice, au sens extrêmement large, parce que je voulais poser simplement le défenseur des droits, donc je me suis dit, bon, je vais donc mettre ça. Effectivement, à partir du moment où où vous vous trouvez dans un pays où la justice est non seulement le parent pauvre, mais je dirais non pas la cinquième roue du carrosse, mais plutôt la 36e roue du carrosse, évidemment que c'est un énorme problème. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, que les gens qui ont été victimes de pédophilie et de viols et de choses comme ça par des prêtres puissent ensuite adhérer à l'église en question? Donc le résultat, c'est que dans ces pays-là, en Amérique du Sud, évidemment, l'église, du coup, elle est scindée en deux, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui suivent qui souhaitent suivre le pape parce qu'il est progressiste et c'est lui qui a parfaitement raison, et puis il y a ceux qui sont partisans des valeurs extrêmement traditionnelles et qui ne veulent absolument pas entendre parler des évolutions de la société, etc., etc. Alors ça c'est extrêmement interpellant et je comprends effectivement que le pape se soit trouvé en situation délicate. Je compatis, je peux pas faire beaucoup plus si ce n'est expliquer ce que je suis en train de faire. Bon, alors personnellement j'avais envie de faire une touche humoristique au sujet du couple qu'il a marié dans l'avion, mais c'est pas le moment, je pense. Il faut savoir quelquefois ranger son nez de clown pour parler sérieusement de choses, parce que malheureusement on sait que dans tout ce qui est parmi tous les gens dont l'Opus Dei, parmi tous les mouvements religieux dont l'Opus Dei, je répète, qui revendiquent une vision extrêmement traditionnaliste de la religion catholique, on sait que ces gens-là sont complètement réfractaires à l'homosexualité notamment et à tout ce qui est marginal ou qui concerne la rupture, qui concerne le divorce, qui concerne la stigmatisation des homosexuels, contre le mariage pour tous, etc. Alors, comme rien n'arrive par hasard, évidemment, il se trouve que sur ce site internet, j'avais mis en avant une vidéo que j'avais faite, parce que j'ai quand même 1200 vidéos maintenant sur internet, sur YouTube et Dailymotion et sur d'autres aussi. Il se trouve que j'avais consacré justement une vidéo à un prêtre qui fait des vidéos sur internet et que je considère être comme un menteur toxique dont le nom m'échappe là. Mais il ne perd rien pour attendre, c'est pas un problème. Alors, ce qui est intéressant d'autre part, c'est que j'avais fait une vidéo au sujet de Ludivine de la Rochère qui est la fille spirituelle de Christine Boutin. Et donc j'ai fait une vidéo qui est en train de uploader. Là, c'est une vidéo que j'avais fait il y a quelques mois, quand elle était passée dans une émission sur France Inter, je crois, et où elle avait sorti des conneries absolument monstrueuses. Bon, bref. Alors, vous me direz, en quoi est-ce que je me sens plus légitime qu'elle pour parler d'homosexualité et d'homoparentalité? Eh bien, je suis beaucoup plus légitime pour deux raisons principales. La première raison, c'est que je suis moi la maman d'une jeune femme qui est homosexuelle, qui a une trentaine d'années maintenant, qui vit à Londres, que j'embrasse tendrement. Et il se trouve que donc en tant que parent, je sais ce qu'on ressent quand on apprend que votre enfant est homosexuel. Personnellement, j'ai pas du tout été catastrophée. Je l'ai pas vu venir, honnêtement, je l'ai pas vu venir du tout. Son père m'a dit un peu atterré le soir dans l'intimité, il me dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Je lui dis c'est extrêmement simple, on va faire rien du tout. On va faire rien du tout et on va la prendre telle qu'elle est, comme elle est, avec cette différence. Et alors? Ça ne l'empêche pas d'être une nana géniale, d'avoir un sens de l'humour très aiguisé. Enfin, c'est une fille bien, puisque c'est ma fille. C'est une de mes filles, parce que j'en ai 3. Et je veux dire que l'homosexualité, j'ai la prétention de bien connaître. Voilà, j'ai la prétention, oui, de bien connaître. Je sais, par exemple, que quand une adolescente ou une jeune femme ou un jeune homme est homosexuel et revendique le droit de vivre son homosexualité, ça n'est pas pour emmerder le monde, et c'est surtout pas pour emmerder ses parents. C'est uniquement parce qu'il est en train de prendre conscience que quand il se trouve avec des gens de l'autre sexe, sexuellement ça ne l'attire pas, quoi. Donc c'est eux qui sont en difficulté là, parce qu'ils sont conscients qu'ils sont dans la différence et qu'ils vont devoir faire avec. Donc on doit surtout pas les rejeter, on doit au contraire essayer de les comprendre.
Mais malheureusement, on sait bien que dans certains pays qui sont encore extrêmement, j'allais dire, arriérés dans leur façon d'envisager les choses, et je suis désolée si je blesse quand je dis ça, c'est quand même un énorme problème parce qu'il y a énormément de gens qui prennent position au sujet de l'homosexualité alors qu'ils ne connaissent absolument pas. Moi, je suis une ancienne traumatisée sexuelle, ça ne me serait... Enfin, pour rien au monde, je n'aurais eu pour petite amie, quand j'étais adolescente, quelqu'un d'autre, par exemple, quelqu'un, par exemple, qui aurait été maladroit ou qui aurait été... Enfin, je veux dire, on prête pas son corps à n'importe qui. C'est ça que j'essaie d'expliquer, en fait. C'est plus clair en le disant comme ça. On prête pas son corps à n'importe qui. Et encore moins quand on a été victime d'un pédophile. Et encore moins quand on a été victime d'un viol. Ça me paraît juste complètement cohérent, quoi. Et je comprends pas qu'on puisse pas comprendre ça. Donc moi, à partir du moment où, effectivement, quand j'étais adolescente, fallait pas m'en compter, quoi. Je veux dire, les mecs, ils avaient plutôt intérêt à se tenir, hein, c'est moi qui vous dis. C'est bien pour ça que j'étais très difficile. Je suis tombée amoureuse à l'âge de 17 ans d'un homme, et on s'aimait, et on s'est mariés, on a fondé une famille, on a eu 3 enfants, et voilà. Et c'était quelqu'un qui était digne de moi, parce que c'était quelqu'un d'intelligent et de sensible, particulièrement sur ce point-là. Bon. Donc je connais ça. Voilà. C'est pour ça que je ne supporte pas de voir qu'on puisse prétendre porter un jugement sur les homosexuels, qu'ils soient garçons ou qu'ils soient filles, alors qu'on ne connaît absolument pas le sujet. C'est ça qui est extrêmement grave. Et ce qui se passe aujourd'hui chez les catholiques, enfin, pas uniquement chez les catholiques, mais dans n'importe quel culte, c'est que l'homosexualité est toujours quelque chose de tabou. Et ça, c'est extrêmement grave, parce qu'on ne choisit pas d'être homosexuel, on choisit d'assumer ou de ne pas assumer d'être homosexuel, ce qui est complètement différent. Moi, quand je vois, par exemple, que dans certains pays, comme en Russie ou dans certains pays de l'Est, par exemple, des homosexuels se foutent en l'air, se suicident, parce qu'ils réalisent qu'ils sont homosexuels et qu'ils ne pourront jamais vivre une sexualité épanouie et être amoureux de quelqu'un du même sexe qu'eux parce que leur vie est en danger, mais ça me met dans une colère noire, vraiment quoi. Alors moi j'en ai ras-le-bol de voir des gens qui se permettent de ramener leurs fraises sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Moi je connais l'homosexualité parce que ma fille est homosexuelle. Voilà. Alors là ce qui se passe aujourd'hui en Amérique du Sud, c'est quand même extrêmement grave. C'est-à-dire que ces gens-là, ces évêques-là, qui représentent une fronde par rapport au pape François, ce sont des gens qui sont très puissants, d'accord? Ils sont très puissants parce qu'ils sont pleins de pognon, en fait. Et comme ils sont pleins de pognon, ils ont des chaînes de télé, des chaînes de radio, etc. Et puis donc, ils ont la prétention de la ramener. Alors, ce qu'il faut qu'ils sachent quand même, c'est qu'ils vont avoir en face d'eux quand même des gens de ma trempe. Et donc, moi, je me laisse pas faire. Je parle peut-être pas espagnol, ou je le parle très mal, mais c'est pas une raison pour s'imaginer que je vais être assez stupide pour la fermer, quoi. Ça ne risque pas. Ça ne risque pas. Alors maintenant, pour ceux qui sont absolument persuadés qu'il n'y a que la famille traditionnelle qui vaille, hein, ces derniers jours, on a appris une chose absolument terrifiante, on appelle ça la maison de l'horreur, et ça se situe, c'est une histoire qui s'est produite aux États-Unis, en Californie, si je ne me trompe. Il s'agit de 13 enfants, hein, qu'une famille, bien sous tous les angles, avait. Alors c'était, au niveau idéologie et intellectuellement, c'était à peu près les Mormons, quoi. Hein. C'est-à-dire on fait des enfants, on fait des enfants, on fait des enfants, on n'assume pas après, mais bon, on fait des enfants, on fait des enfants. Alors il y a des Mormons, je suppose, je suis désolée, hein, je cherche pas à insulter quand je dis ça. Il y a peut-être des Mormons qui ont une posture qui soit intellectuellement recevable. Je veux dire, mais là on a quand même affaire à un cas absolument incroyable. C'est vraiment... Je veux dire, même dans la pire fiction, je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse, dans la réalité, observer un truc aussi monstrueux que ça. Voilà. Alors bon, c'est pas la peine que j'entre dans les détails, mais je vais vous expliquer pourquoi ça me choque encore plus, moi que quelqu'un d'autre. Il se trouve que quand j'étais enfant, j'avais une grand-mère qui s'appelait Madeleine, la mère de ma mère, qui était couturière. Elle adorait coudre. Et alors évidemment, dans les années 50, comme souvent, il y a beaucoup de femmes de mon âge ou plus vieilles qui ont connu ça. Quand on avait plusieurs filles, on aimait bien que les filles soient habillées pareil. Hein. Donc ces gens-là sont dans ce schéma-là complètement hyper traditionnel. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que ces gens-là
se taillait une super réputation sur Facebook, sur les réseaux sociaux, avec des photos de famille qu'aurait fait pâlir n'importe quel Ludivine de la Rochère, quoi. Vraiment. Et alors, d'imaginer, parce que c'est dingue quand même, d'imaginer la mère en train de coudre les robes, alors que c'est un geste d'amour absolument incroyable que de coudre des robes pour ses enfants. Moi, ma grand-mère faisait ça pour ses petites filles et pour ses enfants. Enfin, et de voir que ces gens-là, ils achetaient des tartes, ils les posaient sur le bar et ils disaient aux enfants, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Enfin, je veux dire, ils risquent d'avoir 90 ans de prison. Enfin, je veux dire, c'est tellement monstrueux que n'importe quel auteur de scénario ou de film n'aurait jamais pu imaginer une chose aussi terrifiante. Mais là, on a vraiment affaire à une forme de furoncle des valeurs traditionnelles judéo-chrétiennes. Vraiment, quoi. J'aurais jamais pu croire que ça puisse exister. Voilà. Et pourtant, ça existe. Alors, ce que je souhaite, en fait, c'est que ça fasse réfléchir un peu. Alors, je recommande de croiser ça, notamment avec une chanson, j'ai à voir un peu avec ça aussi, enfin avec ça, avec une chanson de Benabar qui s'appelle les photos, c'est pas les photos de mariés, c'est les photos, enfin c'est une chanson qui est née d'observations que j'ai faites au sujet des photos qui étaient posées sur un meuble. Justement, la famille, dans les séries américaines, justement, on voit toujours ça. C'est-à-dire qu'on met toujours des photos des gens sur le meuble, sur la cheminée et tout, puis on est toujours content de montrer les photos des familles super représentatives et tout. Moi, c'est un truc que j'ai jamais fait avec mes filles. Mais par contre, je pense les avoir aimées et avoir été attentive à leur éducation infiniment plus que bien des gens qui se la pètent avec des photos de leur famille, quoi. Hein. Je peux sembler méchante quand je dis ça, mais quand même, c'est incroyable d'être assez stupide pour penser qu'il suffit de mettre un cadre sur un meuble avec une représentation de famille